Bonjour les futurs architectes. Aujourd'hui, nous allons vous donner quelques éléments d'information sur la construction des maisons de chez nous. Et encore mieux, comment construire avec la nature. Mais avant tout, une présentation de notre île. La Guadeloupe et toutes ses îles présentent plusieurs types de paysages sur près de 1628 km². On y trouve notamment 620 km de côtes de plage, 8000 hectares de mangroves, 70 000 hectares de forêt. Nos îles et les territoires dits d'outre-mer représentent 80% de la richesse verte et bleue française. Impressionnant, non? Et ce n'est pas fini. Nous avons d'autres atouts comme 3000 heures d'ensoleillement annuel, ce qui représente à peu près 125 jours de soleil non-stop, c'est-à-dire 2/3 d'ensoleillement dans l'année. Nous avons aussi des alizés, les vents dominants. Ils nous procurent un potentiel de développement éolien estimé entre 70 et 110 MW. Nous avons aussi des aptitudes exceptionnelles en matière de géothermie. Tout cela représente un sacré potentiel en matière d'énergie. Waouh! Quelle chance nous avons de vivre dans un si bel endroit! Oui, mais n'oublie pas qu'il y a aussi des risques naturels. Notre position géographique nous confronte aux séismes, aux tsunamis, aux éruptions volcaniques, aux cyclones. Wow! Mais alors, avec tous ces avantages et inconvénients, comment faire pour construire avec la nature? D'ailleurs, comment faisaient nos ancêtres? Le milieu naturel de la Guadeloupe a fourni à nos ancêtres les matériaux des premières constructions tels que le bois, les végétaux, les lianes et les pierres. Et avec ça, ils faisaient des maisons. Oui, bien sûr. Entre 1000 et 1500 après Jésus-Christ, les Amérindiens vivaient dans des carbets et des ajoupas la journée et dormaient dans des mouinas la nuit. Ces constructions étaient faites de bois locaux tels que les bois de fer, les bois rouges, les bois rosés, le gommier blanc, l'acajou rouge, le palmiste et bien d'autres encore. La structure de la maison était posée directement au sol, assemblée par des lianes et recouverte de feuilles comme la feuille du latanier, de palmis ou de roseau. En 1493 arrivèrent les premiers colons avec de nouvelles techniques de construction et de nouveaux matériaux. Pour se protéger, ils construisaient des cases rudimentaires inspirées de leur pays d'origine et des cases amérindiennes. Leurs cases étaient composées d'un soubassement, de poteaux en bois et d'une toiture recouverte de végétation. En 1635, une autre construction est apparue, la case en golette. Elle était réalisée avec des branchages de merisier, les golettes, entrecroisées et recouvertes de paille et d'argile. Au niveau de la toiture, elle était recouverte de paille de canne à sucre. Cette case était ouverte de petites ouvertures au niveau des façades principales. Et cette technique est toujours réalisée à Marie-Galante. La case créole ou encore la case en bois est apparue à partir de 1848. Le bois est devenu le matériau principal de sa construction. Elle exigeait une grande maîtrise des techniques de charpente en bois, recouverte de bardage bois tout autour, de plancher bois au niveau du sol. Elle était ouverte sur ses 4 côtés par des volets en bois. Le bois était assemblé par des chevilles, tenons et mortaises. C'est une technique de construction qui perdure encore en Guadeloupe. La case et ses annexes étaient situées au cœur du jardin créole. Les Guadeloupéens, compte tenu du climat, vivaient à l'extérieur. Les éléments importants sont la galerie qui assurait l'ombre et faisait la transition entre dehors et dedans. La maison créole était implantée sur la plus haute partie du domaine, avec un jardin en terrasse, des dépendances comme la cuisine et les pièces d'eau. Mais dis-moi, comment ces constructions résistaient-elles aux risques naturels? Le bois, c'est pas solide. Pour résister à l'eau, les façades fragiles et exposées étaient recouvertes de tôles ondulées ou plates. On l'appelait case blindée. Pour résister aux cyclones, on ajoutait des pièces en maçonnerie ou en béton tout autour de la case afin de le protéger des vents. On appelait les cases aménagées. Les grands phénomènes qui ont influencé les matériaux de construction sont
Le tremblement de terre en 1848, suivi du grand incendie de Pointe-à-Pitre, a poussé à utiliser la pierre et le bois. Le cyclone 28 en 1928 incite l'architecte Karl Litur à intégrer le béton dans les constructions. Au fil du temps, on constate progressivement la disparition de pratiques ancestrales. Il y a eu des avantages, comme la solidité des maisons face aux aléas climatiques, mais aussi l'apparition d'inconvénients comme bétonner à outrance la maison et ses extérieurs, réduire les ouvertures pour gagner en sécurité, acquérir de nouveaux équipements pour plus de confort. Les conséquences de ne plus utiliser les pratiques ancestrales ont causé l'augmentation de la température, la diminution de la lumière et de la ventilation naturelle, l'augmentation de la consommation d'énergie, comme la clim, l'importation des matériaux non naturels et surtout la disparition des espaces végétalisés et des jardins créoles. C'est quand même dommage, hein, lorsqu'on sait que le climat permet aux Guadeloupéens de vivre principalement à l'extérieur. En effet, rechercher à intégrer son habitat dans son environnement change la vie. Par exemple, planter des arbres et des arbustes permet d'embellir sa maison, apporter de l'ombre et de la fraîcheur, recueillir des fruits et gratuitement en plus. Ah ouais, mais une belle pelouse verte, c'est bien aussi, hein? Oui, la pelouse, c'est sûr, c'est agréable. Mais quand on a un petit espace, autant l'utiliser pour planter un jardin, c'est mieux. Je vais vous parler du fameux jardin créole. Le jardin créole, c'est un héritage qui remonte de l'époque amérindienne. C'est notre patrimoine. On retrouve le jardin créole à côté des cases et des maisons individuelles. Aujourd'hui aussi, on arrive à observer des initiatives de jardins partagés en ville, par exemple avec Plus belle Larry. Le jardin créole est caractérisé par l'association de cultures à objectifs différents. La partie du jardin tournée vers la rue est plutôt réservée au décor et à l'accueil. On y trouve les plantes défensives ou des plantes ornementales. Au milieu, on retrouve la maison et ses annexes. Parmi les annexes, on retrouve la cuisine, à proximité du jardin potager et du point de compost. Les catiches, qui étaient les toilettes sèches à l'époque, étaient aussi à l'arrière du jardin. Une autre annexe, la case à eau. C'est à cet endroit qu'étaient rangés les jarres en terre cuite où était stockée l'eau. Vers l'arrière de la maison, on retrouvera les dépendances et des plantes du type alimentaire, médicinal. Pour la partie alimentaire, par exemple, on va retrouver des racines, manioc, patates, igname, malanga, toloman. On retrouve des céréales comme le maïs, le sorgho, par exemple des légumineuses. Parmi les légumineuses, il y a des haricots anciens, pois savon, pois rosés, pois sabre. Il y a aussi des pois africains, pois d'Angola, pois canne, pois boukoussou. Il y a aussi dans le jardin des plantes de type maraîchère. Giromon, paroka, christophine, petit concombre, pastèque, melon, piment, aubergine. Des arbres fruitiers, arbres à pain, bananier, goyavier, papayer, tamarin, carapate. Des cactus, pitaya, raquettes, etc. On utilise également le jardin créole pour se soigner et aromatiser nos repas, avec les plantes aromatiques et médicinales. Gros thym, basilic, thym, bois d'Inde, persil, etc. Pour la partie ornementale, on retrouve des fleurs, par exemple alpinia, balisier, rose de porcelaine, hibiscus, etc. D'ailleurs, ces fleurs sont aussi très importantes pour attirer les auxiliaires. Les oxy quoi? Les auxiliaires, voyons! Le jardin, ce n'est pas que la flore, c'est aussi la faune. Certains insectes et animaux sont des aides précieuses pour le jardinage sans pesticides. Tous ces petits insectes qui sont bien utiles dans le jardin s'appellent les auxiliaires. De nombreux insectes sont nos amis, vous savez. Par exemple,
L'abeille, la reine des pollinisatrices, sans elle, pas de fruits. La coccinelle, qui adore manger les pucerons et les autres suceurs de sève, nous rendent bien service. Les vers de terre, ce sont des vrais ingénieurs du sol. Ce sont les principaux artisans d'ailleurs du compost. Les grenouilles et les crapauds, ils se régalent de nos larves d'insectes, notamment les moustiques. Quant aux micro-guêpes, elles contaminent les chenilles et les empêchent de proliférer. Ouh là là, mais du coup, le tout béton, c'est pas bon pour nos amis les insectes et les services rendus à la nature. C'est pour cela que l'on construit des maisons bioclimatiques. Les maisons bio? Pas les maisons bio, les maisons bioclimatiques. Ah, qui tiennent compte du climat alors. En effet, le climat de la Guadeloupe est caractérisé par 2 saisons, le carême et l'hivernage. Un ensoleillement important, une faible amplitude thermique, une hygrométrie toujours élevée, avec des vents relativement forts et constants d'est en ouest. Les alizés sont de secteurs est et nord-ouest. Mais du coup, quels sont les principes de la maison bioclimatique? Le principe de la maison bioclimatique, c'est de mettre à profit les conditions climatiques favorables, se protéger de la chaleur, consommer le moins d'énergie possible, tirer les meilleurs atouts d'un site, assurer également le confort à ses occupants. Bien orienter sa maison, c'est s'assurer que le terrain soit stable et non inondable avec une étude de sol, s'assurer que nous soyons en proximité avec la nature et aussi en fonction de la course du soleil. La course du soleil? Toi, tu me fais des blagues, hein? Il faut savoir que le soleil se lève à l'est et il se couche à l'ouest. Et en plus, nous avons le solstice d'été qui est le 22 juin, c'est-à-dire que le soleil sera beaucoup plus proche de la Terre et les journées seront beaucoup plus longues. Et le solstice d'hiver qui est le 22 décembre, le soleil sera beaucoup plus loin de la Terre et les journées seront beaucoup plus courtes. C'est pour cela que la disposition des pièces sera effectuée en fonction du passage du soleil, à savoir que les chambres devront être positionnées du côté est, tandis que la cuisine et le salon seront positionnés du côté ouest. Mais qu'est-ce que ça change concrètement? Tenir compte du rayonnement du soleil permet à la maison de faire des économies d'énergie. Par exemple, éviter l'utilisation du climatiseur, qui est à privilégier uniquement en période de forte chaleur. Tu veux dire qu'on peut se passer de la climatisation? En effet, en plus du soleil, la ventilation est à prendre en compte. La disposition des pièces dans la maison est très importante. Les pièces à vivre et les salles d'eau doivent être dans le sens du vent, afin de freiner la prolifération des moisissures, de balayer les odeurs et la chaleur concentrées dans le salon et la cuisine. L'utilisation des brasseurs d'air et des ventilateurs suffisent. Pour évacuer l'air chaud, il faut favoriser des ouvertures en toiture afin d'évacuer cet air chaud qui est plus léger. Il faut savoir que la toiture est la première cause de chaleur dans la maison. Privilégier les couleurs claires pour favoriser un réfléchissement optimal des rayons du soleil. Isoler la toiture afin de réduire la température et augmenter le confort thermique. Innover par l'usage de toitures végétalisées. Les murs, choisir des matériaux adaptés à votre environnement. Ça peut être du bois, ça peut être du béton cellulaire. Protéger les façades les plus exposées à l'ensoleillement avec des débords de toiture, des brises de soleil, des stores. Il faut savoir que les ouvertures aussi permettent l'entrée de la lumière naturelle. Protéger les ouvertures du rayonnement direct du soleil, telles que les casquettes, les volets à jouer, les avancées de toiture, les hauts vents. Privilégier sur les toitures les plus exposées des menuiseries de couleur claire. Dans la maison, nous pouvons également utiliser les énergies renouvelables. Nous avons le chauffe-eau solaire qui permet de produire une eau chaude à partir des rayonnements du soleil, les panneaux photovoltaïques qui assurent une autonomie partielle ou totale des équipements de la maison, et nous avons également la citerne qui permet de récupérer les eaux de pluie pour alimenter certains usages de la maison. Et l'eau dans tout ça? Suite au problème d'eau que connaît la Guadeloupe, on voit de plus en plus un retour à l'usage de la citerne. Nous n'inventons rien. Nos grands-parents avaient déjà cette pratique. La citerne permet de récupérer des eaux pluviales par la toiture et la gouttière. L'eau récupérée à travers la citerne permet des usages tels que la salle de bain, la vaisselle, le ménage, le jardin, etc. L'eau de boisson, c'est quelque chose à part. L'eau est une ressource précieuse et limitée. Elle a son propre cycle.
C'est pour ça que nous devons la traiter après des usages de la maison. C'est ce qu'on appelle l'assainissement. L'assainissement? Le quartier de Pointe-à-Pitre? Mais non, l'assainissement, c'est ce qui concerne tous les déchets liquides et les déchets solides de la maison. C'est quoi hein, les déchets liquides de la maison? Alors, parmi les déchets liquides de la maison, on a l'eau de la vaisselle, l'eau des toilettes, l'eau de la salle de bain. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, l'eau est une ressource limitée. C'est pour ça que c'est important de traiter les eaux, pour après la réutiliser. C'est le travail de l'assainissement. On fait ça pour éviter les risques de santé, mais aussi la pollution de l'environnement. Ah bon? Mais comment les traiter? Il existe plusieurs solutions. Le traitement de l'eau par la végétation, par exemple. Les toilettes sèches. Il y a aussi des solutions plus classiques comme le reliement à la station d'épuration ou bien à la fosse septique. Concernant les déchets solides de la maison, il y a plusieurs types de déchets. Il y a des déchets non recyclables et des déchets recyclables. Les déchets recyclables sont ceux qui vont dans la poubelle jaune. On peut y mettre du carton, des canettes, des boîtes de conserve, des bouteilles plastiques, du papier journal. Les autres déchets recyclables, on a les biodéchets. Ce sont tous les déchets qui sont biodégradables. Alors, les déchets biodégradables, on a des déchets de jardin, par exemple des feuilles, des branches, la tonte de jardin. Les déchets de cuisine, par exemple les épluchures de légumes, les épluchures de fruits, le marc de café, etc. Alors, pour traiter ces déchets biodégradables, nous avons plusieurs solutions, telles que le compost et le vermicompost. Le compost, c'est quoi hein? Eh bien, c'est un processus naturel qui permet de dégrader les déchets organiques. Alors, les déchets organiques sont les déchets biodégradables. Et le vermicompost, c'est à peu près la même chose, sauf que c'est le ver de terre qui est acteur du processus de dégradation des déchets. Mais pourquoi le compost? Le compost, c'est intéressant parce que ça permet déjà de réduire vraiment de manière importante notre poubelle de déchets ménagers. Et en plus, c'est écologique, économique et facile à faire. Ah oui, moi je sais. La Guadeloupe vise le zéro déchet en 2035. Donc il est temps de nous y mettre. Et surtout, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne crée pas. Voilà les petits architectes. Notre exposé est terminé. Ce qu'il est important de retenir, c'est que la nature est un parfait allié pour plusieurs choses. Pour construire, mais aussi pour vivre au quotidien. La nature nous offre les matériaux de construction. Elle nous offre également de quoi nous nourrir, de boire, de gérer nos déchets. Nous l'avons vu, la Guadeloupe dispose d'une biodiversité qui nous offre un fort potentiel de développement. Imaginez une Guadeloupe avec une filière bois, une filière coco et tous les métiers qui vont avec. Tout ça, c'est grâce à la biodiversité. Le contexte de la pandémie nous a démontré à quel point il est agréable d'avoir un petit coin nature à côté de chez soi, mais également l'importance de limiter notre dépendance à l'extérieur. Protéger et perpétuer nos traditions locales nous rendra plus résilients. Alors, le béton, on laisse béton, ok? Et construisez avec la nature les futurs architectes. À bientôt, bye bye!